Quand j'ai commencé mon doctorat à Paris, je me posais aucune question sur mon avenir professionnel. Je veux dire, à l'époque encore, j'étais très naïf, mais je pense, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur les Inuits, puis je me suis pas demandé qu'est-ce que je vais faire avec un doctorat. Mais il s'est adonné que en 1970, il y avait un département d'anthropologie qui a été créé à l'Université Laval. Et quand ce département a été créé, on lui a donné, enfin, le comité de la Faculté des sciences sociales qui avait fait des propositions et on a suggéré, ça a été adopté par l'université, que le département d'anthropologie de Laval fasse des recherches et donne des enseignements dans 5 aires, ce qu'on appelait des aires culturelles, hein, dans 5 aires géographiques ou ethniques de recherche. Le Canada français, les Amérindiens, les Premières Nations, et les Inuits, c'était les 3 aires principales, et 2 aires secondaires, l'Amérique latine et l'Afrique. Donc, ça couvrait un peu l'expertise des profs qui étaient disponibles ou qui étaient déjà en place, il y avait déjà un enseignement de l'anthropologie au département de sociologie avant 70. Donc, il y avait déjà des profs, des anthropologues qui étaient là. Mais on avait spécifié ça. Donc, les études inuites devenaient, puis les études autochtones en général, sont devenues, dès la fondation du département, un des éléments essentiels de ce qui devait se faire au département. Et les Inuits en particulier, il y avait déjà quelques étudiants à la maîtrise, Gilles Larochelle, Michel Audet, Yves Bernier, Denis Lachance, quelques autres qui... il y en a une, il y avait une Pierrette Pajot-Grenier, etc., qui avait fait des terrains chez les Inuits, mais il n'y avait pas de prof à Laval pour ça. Bernard Saladin était, à ce moment-là, finissait son doctorat à Paris. Il venait l'été ou au printemps pour donner des cours comme chargé de cours à Laval et encadrer ses étudiants, mais il n'était pas professeur. Quand le département a été fondé, au début, je ne sais pas qui officiellement dirigeait ces étudiants-là. Je pense que c'était peut-être Marc-Adélard Tremblay. Mais à un moment donné, il y a eu un peu de bisbille au département. Les étudiants voulaient qu'on change. On n'y enseignait pas le structuralisme. C'était encore plus une anthropologie traditionnelle basée sur l'ethnographie, certaines visions fonctionnalistes à l'américaine, etc. Donc, les étudiants n'étaient pas contents et il y a eu des grèves et ils ont exigé que on demande à Bernard Saladin d'Anglure de venir au département, que l'université l'engage comme professeur et qu'il soit nommé directeur du département d'anthropologie. Et les étudiants ont fait pression assez forte à ce point de vue-là. Ça tombait bien. Marc-Adélard Tremblay, qui avait été le directeur du département, fondateur du département et son directeur depuis 70. Là, on était rendu à l'automne 71. Lui venait d'être nommé directeur de ce qui s'appelait à l'époque l'École des gradués, la faculté des études supérieures, donc l'équivalent de doyen de la faculté des études supérieures à Laval. Donc, le poste de directeur devenait vacant et l'université a accepté que Bernard Saladin d'Anglure soit engagé comme prof et devienne directeur du département. Et lui a exigé à l'époque qu'il y ait un directeur adjoint étudiant, qui est un étudiant gradué, c'est Michel Audet qui a eu le poste, qui faisait sa maîtrise, qui devienne directeur adjoint du département pour faire un peu le lien entre l'administration et les étudiants. Et comme ça, l'affaire s'est réglée, mais là, le département était en plein développement. Il y avait plein de nouveaux étudiants qui entraient. Il y avait à l'époque, je pense, 5 ou 6 professeurs seulement, plus un certain nombre de chargés de cours.
Et là, l'université a dit, écoute, puis a accepté la faculté, il y avait peut-être beaucoup d'argent à l'époque, il faut engager des nouveaux profs. Et en particulier, dans le domaine inuit et domaine aussi amérindien, il faut engager du monde. Et sous la direction de Bernard Saladin, en 72, il engage d'abord, je pense, Yvan Breton, spécialiste de l'Amérique latine, comme professeur, qui amène un peu au département le matérialisme historique. Lui travaillait dans une perspective marxiste sur l'Amérique latine et l'anthropologie maritime. Et puis, deux autres profs. Pour juin 72, il y avait Roger Potier, qui avait travaillé chez les CRI, qui a été quelques années au département, puis ensuite, il a quitté. Et puis moi-même, qui, pour venir un peu renforcer l'équipe inuit et puis enseigner dans le domaine de l'anthropologie du langage. Et donc ça, bon, ça s'était préparé un peu à l'avance, je pense, dès sans doute l'automne 71, ou l'été même 71, j'avais été en contact avec Bernard Saladin qui m'avait dit, écoute, là, au département, on sait, lui-même n'était pas encore prof, mais on sait qu'on va ouvrir des postes. Je pense que lui-même savait qu'il aurait un poste ici et j'aimerais que, si tu es d'accord, que tu viennes, je vais insister pour que tu viennes comme prof sur les Inuits parce qu'il n'y a pas grand monde à part toi, là, et tu as aussi cette expertise sur le langage que n'auraient pas éventuellement d'autres personnes. Et moi, je me dis, OK, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il m'a fait venir, je pense, en fin janvier jusqu'au début avril 72. Je suis venu comme chargé de cours au département. À ce moment-là, je me suis arrangé pour déposer ma thèse de doctorat en janvier 72, en leur disant, écoutez, la soutenance, là, il ne faut pas que ce soit avant le mois d'avril. Ben, je vais être parti au Canada pendant cette période-là. Donc, ils ont dit OK. Enfin, moi, j'ai dit à mon directeur, il a dit, je vais m'arranger que ce ne soit pas avant avril. Et puis, je suis parti. Donc, j'ai enseigné ici au trimestre d'hiver 72, d'abord un cours de langue inuit. Il y avait une Inuk, Léa Idlaug d'Argencourt, qui avait travaillé pour la DGNQ ici à Québec, Direction générale du Nouveau-Québec. Ils employaient quelques Inuits. Et puis, le département, à ce moment-là, l'avait engagé aussi comme chargé de cours pour enseigner l'Inuktitut aux étudiants qui faisaient surtout des maîtrises à l'époque là, au Nunavik. Et puis, ensuite, elle a été engagée dans des projets de Bernard Saladin, là, comme ici, pour travailler à la transcription d'entrevues et de cahiers d'informateurs écrivains, etc. Donc, Léa donnait le cours, mais on l'a donné ensemble. On le donnait pas. C'était un peu bizarre comme cours. Elle donnait les étudiants avaient 2 séances par semaine, je pense, de 2 heures chacune. Il y avait une séance, c'est Léa d'Argencourt qui donnait. L'autre, c'était moi. Donc, j'ai donné ce cours-là. Et je donnais aussi un séminaire, mais c'était un séminaire de premier cycle, séminaire sur Sapir et Worf, hein, 2 ethnolinguistes américains qui sont très connus, là, qui ont dans le domaine d'ethnolinguistique. Et ce séminaire-là était habituellement donné par Renaud Santerre, qui était un prof au département d'anthropologie, mais qui était en congé de maladie à ce moment-là. Et j'ai donné ce séminaire-là à sa place. Donc, ça m'a fait un peu connaître. Bernard Saladin m'avait dit, écoute, c'est bien si tu viens à Laval, les autres collègues ne te connaissent pas vraiment nécessairement. Donc, ça va te permettre un peu d'être connu puis de rencontrer les autres collègues. Alors que des étudiants, je les connaissais parce que en 68, 69, Michel Audet, etc., je les avais rencontrés sur le terrain au Nord. Ils faisaient leur terrain de maîtrise à ce moment-là, mais les profs, les collègues, effectivement, de Bernard Saladin, je ne les connaissais pas. Donc, je suis venu donner cette charge de cours, puis je suis rentré au tout début avril à Paris, et là, j'avais rien su jusqu'à ce qu'une amie celle qui allait devenir ma femme, ma fiancée, qui dit, oui, j'ai vu que la soutenance de thèse de Louis-Jacques va avoir lieu le 14 avril.
Bon, j'ai dit, c'est affiché à la Sorbonne. On s'est dit, c'est bon à savoir. On était rendu peut-être au 4-5 avril. Donc, je dis, OK, donc je vais me présenter. Je pense que je lui ai dit, écoute, note la salle, là, dis-moi dans quelle salle ça va avoir lieu. Donc, le 14 avril, ma soutenance a lieu. Et ça, c'est intéressant aussi. C'était une grande salle à la Sorbonne où, sur le mur du fond, il y a des étagères avec toutes les thèses de doctorat qui ont été soutenues. Ça commence au plafond, puis ça va, puis encore un peu de place libre en bas, qui ont été soutenues depuis, je sais pas quoi, que 1880 quelque chose, dans cette salle-là. Donc, c'était impressionnant, avec un jury où il y avait, bien sûr, mon directeur de thèse, Bernard Potier, mais aussi Julien Grémas, qui était un peu le pape de la sémantique structurale, bon, dont je me... que j'utilisais, disons, dans ma thèse, mais aussi un autre linguiste que j'avais suggéré qui s'appelait Jean Dubois, qui lui était un linguiste marxiste, mais moi je ne savais pas qu'il était marxiste à l'époque, mais je trouvais ça intéressant. Il parlait de mode de désignation, puis le langage comme traduction de la structure sociale, traduction linguistique, structure sociale. Tu vois, c'était des idées qui étaient intéressantes. Mais c'était amusant parce que... Et j'avais apprécié... Bernard Potier, c'était un type qui n'avait pas d'école de pensée vraiment. Il avait été vaguement au début guillaumiste, enfin guillaumien, c'est une école dans linguistique dont maintenant le centre est à l'Université Laval ici, mais qui est un peu marginal. Mais après ça, lui, il nous disait, Potier, écoutez, analysez vos données, construisez une forme d'analyse de vos données, puis ensuite allez voir dans ce qu'ont écrit d'autres linguistes pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous pensez, puis si vous voulez utiliser cette théorie-là. Mais lui nous laissait beaucoup pour la pensée constructive, etc. Mais les autres, bon, je me souviens quand on avait dit je pense au début de la soutenance, Grémas était là et Dubois n'était pas arrivé, puis Grémas qui dit « Ah! Dubois, il écrit dans l'Humanité, c'était le quotidien communiste, etc. Et il y avait une quatrième personne, c'était Dermot Collis, qui lui avait soutenu sa thèse l'année précédente, qui était retourné. Il y avait un emploi de chercheur à Copenhague, mais qui était venu à Paris pour ça. Et dans la soutenance, c'était amusant parce que, bon, à un moment donné, Grémas et Dubois sont mis un peu à... Dubois a dit quelque chose, puis comment peut-il dire ça? C'était amusant. Et moi, j'étais inconscient. Bon, aujourd'hui, si ça arrivait, je me poserais des questions, mais à ce moment-là, moi, je voyais ça d'un œil assez détaché. Détachement que j'avais à l'époque, que j'aimerais peut-être réavoir aujourd'hui, mais quand on vieillit, là, à un moment donné, on a des responsabilités. Et finalement, Grémas m'avait fait beaucoup de reproches. Puis il avait raison. Il disait, écoutez, on voit des champs d'expérience. Oui, mais dans vos champs d'expérience, vous n'analysez que les mots qui désignent des objets ou des concepts nouveaux. Vous auriez dû inclure aussi tous les autres mots qu'on utilise dans le champ d'expérience, même si c'est des mots appartenant à la langue traditionnelle. Puis effectivement, bon, il avait parfaitement raison. Mon truc était mon découpage de champ d'expérience était assez artificiel. Mais à la fin, bon, le jury se retire et puis il revient puis en disant, bon, voilà, on vous accorde le doctorat de troisième cycle avec mention, etc., pas trop quoi, à l'unanimité. Et là, Grémas a dit, et je dis bien à l'unanimité, c'est-à-dire que lui aussi, lui aussi était d'accord. Puis il m'avait dit, il dit, Doré, écoutez, moi, ce que je regarde, c'est ce que vous avez fait et non pas ce que vous avez dit nécessairement. Il dit, ce que vous avez fait, vous êtes allé chez les Inuits, ramasser des données, faire un lexique analytique et puis, faire une tentative d'analyse. Il dit, même cette analyse-là, j'ai des réserves par rapport à ça, c'est quand même quelque chose, ce corpus que vous avez construit, ce travail que vous avez fait, bon, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Donc, pour ça, il dit, à l'unanimité, on vous accorde le doctorat avec mention. Et, quelques jours plus tard, il m'a dit, pour avoir votre diplôme, vous passez à tel bureau dans une semaine. Et là, on m'a dit, bon, et là, j'ai lu, et je me suis rendu compte que, d'une part, mon doctorat n'était pas
n'était pas décerné par l'École pratique des hautes études, mais par l'Université de Paris 3. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas, mais j'ai demandé pourquoi. Mais il dit l'École des hautes études ne décerne pas de diplôme. C'est l'université qui constitue le rattachement principal du directeur de thèse qui lui, a une affiliation avec l'école pratique, qui décerne le diplôme. Donc, c'était Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Donc, moi, quand j'envoie mon CV ou dans des trucs, dans le monde anglo-saxon, je dis Doctorate in Anthropology, Sorbonne. Pour les anglophones, c'est la Sorbonne, ça les impressionne beaucoup. Quand j'ai fait mon doctorat, c'est « Oh, la Sorbonne! » Bon, alors que la Sorbonne, en fait, c'est un bâtiment beaucoup plus que d'autres choses, dans le quartier latin, où il y a différentes composantes des universités de Paris, puis l'École pratique des hautes études qui est là, etc. Bon, mais c'est pas... oui, je pense qu'il y a Paris 1, Panthéon, Sorbonne, mais c'est plus ce que c'était autrefois. C'était la grande université de faculté de théologie, de droit. Bon, les universités ont été divisées, mais moi, quand même, au moins, je ne mens pas en disant que j'ai un doctorat de la Sorbonne, c'est Sorbonne Nouvelle. Et ce qui m'a surpris aussi, moi, je croyais toujours que je faisais de l'anthropologie, du langage, ou anthropologie ou ethno-linguistique, et j'avais un doctorat en linguistique. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que j'ai jamais suivi vraiment de cours de linguistique de ma vie, et je me retrouve docteur en linguistique. Bon, pourquoi pas, encore. Mais c'était linguistique, entre parenthèses, mention esquimologie. Parce que là, bien sûr, bon, là encore, ils avaient raison. Mon collègue a dit, je ne suis pas un linguiste théoricien, je ne pourrais pas enseigner la théorie chomskienne, n'importe quoi de la linguistique. Ce n'est pas mon domaine. Donc, c'est la linguistique appliquée aux Inuits, aux Esquimaux, à l'esquimologie. Donc, je peux dire aussi, moi, je dis souvent, j'ai un doctorat en ethno-linguistique de la Sorbonne. Hein, ethno-linguistique esquimologique, c'est de l'ethno-linguistique appliquée à un groupe ethnique, les Inuits. Et puis, l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, ben, c'est la Sorbonne au sens large. Je suis rentré, je pense, au début juin. J'étais engagé à partir du 1er juin à l'Université Laval. Donc, je suis rentré, j'ai pris mon poste là-bas. Et on m'avait engagé avant tout pour enseigner le cours de langue inuite et des cours sur les Inuits. Il y avait été question que mon poste puisse être attaché au département de linguistique. Mais le département de linguistique avait dit, nous, la langue inuite ou la langue esquimaude, comme on disait à l'époque, ça ne nous intéresse pas. Eux, ils disaient la linguistique, ils voyaient ça, c'est les langues indo-européennes ou les grandes langues, mais langue autochtone, là, c'est pas vraiment de la linguistique. Ça relève de l'anthropologie. Même chose, Jerry McNulty, un collègue qui avait une maîtrise en linguistique de Laval, qui avait travaillé, qui parlait la langue innu de la Côte-Nord, a enseigné l'innu au département d'anthropologie parce qu'en linguistique, il ne voulait pas avoir de langue autochtone. Et moi, bon, ça a bien fait mon affaire. J'aurais été très malheureux de me retrouver dans un département de linguistique. J'aurais sans doute demandé assez rapidement un rattachement à l'anthropologie. Donc, j'ai été heureux d'être en anthropologie parce que je me suis rendu compte qu'étant engagé pour, oui, je donnais le cours de langue inuite pendant 40 ans, première fois comme chargé de cours à l'hiver 72, dernière fois comme professeur sous contrat, après avoir pris ma retraite en automne 2011. Donc, c'est vraiment couvert une période de 40 ans où j'ai donné le cours de langue inuite. Et puis, mais j'ai donné plein d'autres cours à la fin. Donc, j'ai donné cours, oui, sur l'anthropologie des Inuits, mais aussi des cours sur les Autochtones. Mais j'ai donné, à un moment donné, même un cours d'ethno-histoire, des cours de techniques anthropologiques, des séminaires de deuxième ou séminaires de doctorat, aussi de troisième cycle. J'ai même donné anthropologie du religieux, ou deux fois, je pense. Bon, toutes sortes de choses comme ça. Donc, en anthropologie, c'était beaucoup plus intéressant. J'étais beaucoup plus polyvalent, puis faire des choses qui m'intéressaient que si j'avais été en linguistique. Ce département qui était un département où les études inuites et qui est resté, je pense, au Québec et au Canada, un centre de recherche sur les Inuits,
nous a permis, où il y avait cette petite équipe avec Bernard Saladin d'Anglure, moi-même et d'autres profs, François Trudel, qui a été engagé en 75, je pense, euh, et puis ensuite, bon, Frédéric Laugrand, beaucoup plus tard, qui, bon, c'est devenu un peu... Il y a eu cette équipe qui nous a permis assez rapidement de lancer d'autres choses. Les années 75, 74-75, c'était vraiment les revendications, les discussions qui ont mené à la Convention de la baie James et du Nord québécois en 75. Et les Inuits, du Nunavik en particulier, avaient besoin de documents pour documenter leurs droits territoriaux. Et nous, on avait ça, les enquêtes sur la toponymie, les enquêtes qu'on avait faites avec Bernard Saladin sur les lignes de trappe. Donc, ça montrait que le territoire du Nunavik avait été occupé, nommé, utilisé par les Inuits. Mais à ce moment-là, c'était l'Association des Inuits du nord du Québec, que ça s'appelait, n'aimait pas trop travailler directement avec les universités, qui leur semblaient des grosses administrations, etc. Ils préféraient travailler avec des groupes de chercheurs privés. Et c'est à ce moment-là, en 1974, avec Bernard Saladin et Jimmy Inarulikmak, qui était un jeune Inuk d'Ivuivik qu'on avait fait venir à Laval, pour aussi faire des transcriptions d'entrevues, etc., on a fondé l'association Inuksiutit Katimayit, une association à but non lucratif, incorporée avec une charte fédérale pour travailler au développement des connaissances sur la langue, la société, la culture inuite et travailler aussi à la dissémination de ces connaissances-là. Et cette association Inuksiutit a fondé en 1977 la revue Études Inuit Studies, qui existe encore aujourd'hui, qui était une revue qui vient de devenir une revue de la Faculté des sciences sociales par le biais du CIERA, Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. On a créé aussi, à partir de 78, des congrès d'études inuites. À tous les 2 ans, depuis 78, il y a un congrès, c'est devenu international. Des gens qui s'intéressent qui font de la recherche sur les Inuits ou de la recherche fondamentale ou appliquée se réunissent et viennent se rencontrent pour parler des Inuits. Il y a au début, évidemment, c'était surtout des chercheurs non-Inuits, universitaires ou autres, qui participaient. Maintenant, il y a de plus en plus d'Inuits qui participent, des chercheurs Inuits, des Inuits qui sont impliqués dans toutes sortes de projets au Nord qui viennent participer. Et ça marche bien. Le dernier congrès, c'était à l'automne 2012 à Washington, aux États-Unis. Il y avait, je pense, 600 ou 700 personnes qui sont venues assister au congrès, puis 400 ou 500 communications. Le prochain va avoir lieu ici à l'Université Laval en octobre 2014, fin octobre 2014. On n'aura peut-être pas 600 ou 700 personnes, mais je pense qu'il va y avoir quand même quelques centaines de personnes qui vont venir. Donc, ça montre que Laval, le département d'anthropologie, puis ensuite le CIERA, sont devenus un peu, ils sont restés un peu des moteurs de la recherche sur les Inuits en Amérique du Nord et dans le monde. Hein. Études Inuit Studies, c'est une revue bilingue, français-anglais, qui est distribuée internationalement. On a des abonnés partout et ceux qui écrivent aussi viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est la même chose pour les congrès d'études Inuit. Les participants viennent d'un peu partout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On a créé quelque chose et on espère que ça va continuer. Maintenant, je veux dire, bon, Bernard Saladin a pris ma retraite, j'ai pris la mienne, François Trudel a pris la sienne. Donc, il y a des nouveaux. Il y a Frédéric Laugrand qui est là. Il y a des nouveaux profs qui entrent. Donc, on espère que ça va continuer. Il y a aussi maintenant, ce qui était moins le cas autrefois, la recherche sur les Inuits se faisait par des anthropologues, mais maintenant, il y a des sociologues, des politologues, des géographes, des personnes en droit
en médecine qui travaillent aussi sur les Inuits, donc avec les Inuits. Donc, c'est quelque chose qui s'élargit. C'est plus seulement un petit groupe d'anthropologues, même des gens, de plus en plus, des gens en sciences naturelles, biologie, etc., botanique, qui s'intéressent au savoir inuit. Donc, les Inuits connaissent des choses sur leur faune, sur leur flore, et il faut en tenir compte, c'est important, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps encore. Donc, le champ des études inuites s'élargit et Laval reste et demeure un centre mondial de recherche et d'enseignement aussi, quoi qu'il n'y ait pas énormément d'enseignement, mais un peu aussi d'enseignement sur les Inuits.